Si nous avons vu comment le langage pouvait être utilisé dans le cadre de la dialectique pour examiner les opinions, et comment le logos pouvait être utilisé dans le cadre du syllogisme scientifique de la démonstration pour chercher le vrai et pour chercher ce qui est vrai de façon nécessaire, il nous reste maintenant à étudier l'usage proprement politique du langage, celui de la rhétorique, qui est de mener à la persuasion. Nous arrivons donc à la rhétorique telle qu'Aristote la conçoit. La rhétorique est cette discipline qui cherche à comprendre quelles sont les règles, quels sont les procédés du langage qui nous permettent de parvenir à persuader l'auditeur. Au temps d'Aristote, la rhétorique était une discipline déjà constituée car elle avait une importance primordiale au niveau politique. Maîtriser l'art de la parole était essentiel pour pouvoir exercer le pouvoir dans une civilisation orale et en particulier dans une démocratie telle que l'était Athènes. Donc cette rhétorique était déjà une discipline constituée dans le sens où un certain nombre d'ouvrages circulaient déjà, des enseignants de rhétorique étaient déjà à l'œuvre, Platon en avait déjà traité, à la fois dans le Gorgias, où il critique la rhétorique de son temps, et dans le Phèdre, où il élabore le plan d'une rhétorique philosophique, d'une rhétorique qui reposerait sur une véritable connaissance, et non pas simplement sur un repérage de procédés empiriques, de procédés qui se vérifient dans la pratique, c'est-à-dire comme un catalogue des procédés rhétoriques qui marchent. Bien que la rhétorique donc ne soit pas une discipline nouvelle, Aristote va, par son ouvrage La rhétorique, exercer une influence considérable. Nous allons donc examiner vraiment très rapidement et de façon très résumée d'où cette influence peut provenir. Donc tout d'abord, comment définir la rhétorique comme discipline ? Nous pouvons tout d'abord constater que entre la dialectique et la rhétorique, il existe un certain nombre de ponts, un certain nombre de similitudes qu'il est important de comprendre. Voilà ce que nous dit ici Aristote. La rhétorique est l'analogue de la dialectique. L'une et l'autre, en effet, portent sur des questions qui sont à certains égards de la compétence commune à tous les hommes et ne requièrent aucune science spéciale. Effectivement, nous avions vu comment la dialectique traite de tous les sujets généraux qui ne demandent aucune connaissance particulière, et ceci parce que les syllogismes dialectiques, les raisonnements, les arguments qui interviennent dans un échange dialectique reposent sur des prémices qui sont simplement des endoxa, des prémices plausibles, admissibles, qui sont admises par, sinon tous, la majorité, ou alors qui sont admises par les spécialistes, enfin toutes ces distinctions d'espèces de prémices plausibles, de prémices endoxales qui ont déjà été vues. Donc, les raisonnements dialectiques s'appuient sur des prémices admissibles par tous, par l'homme du commun, que celui-ci va pouvoir considérer comme acceptable, comme plausible, même s'il ne possède pas de connaissances particulières, même s'il n'en possède pas la connaissance démonstrative comme le scientifique. Eh bien, lorsqu'il s'agit de la rhétorique, là aussi, le rhéteur, c'est-à-dire celui qui va s'adresser en prononçant un discours en public, et donc un discours long, et non pas en échangeant à partir de questions courtes et de réponses courtes, comme dans le cadre de la dialectique, eh bien le rhéteur, l'orateur qui va s'adresser
à un public composé de plusieurs personnes, composé d'un groupe dans un discours long, lui aussi va devoir utiliser et partir de prémices que n'importe quelle personne de son public pourrait admettre, donc qui font partie des endoxa, qui font partie de ce qui est plausible, et ne peut pas, dans la mesure où il s'adresse à un public large, prendre appui sur les prémices propres à chaque science qui ne peuvent être connues que par les spécialistes. Donc, à ce titre, dialectique et rhétorique correspondent à l'usage du langage qui est accessible à l'homme du tout venant, à celui qui ne possède pas de connaissances spéciales dans les sciences particulières. Aussi, poursuit Aristote, tous y participent-ils à quelques degrés, tous se mêlent jusqu'à un certain point de questionner sur une thèse et de la soutenir, de se défendre et d'accuser. Donc effectivement, puisque la dialectique et la rhétorique ne s'appuient sur aucune connaissance spéciale, elle est partagée par tous les hommes. Tous les hommes dans la vie quotidienne vont s'engager dans des discussions face à face où ils questionnent une thèse et cherchent à la soutenir, même si lorsqu'ils font cela, ils ne respectent pas de façon stricte les règles et les procédés de la dialectique tels qu'Aristote les a détaillés dans les Topiques. Mais de même, tous les êtres humains, même s'ils ne sont pas dans une situation formelle où il faut produire un discours qui devra obéir aux règles de la rhétorique, néanmoins se trouvent quotidiennement dans la situation où ils vont devoir défendre une personne ou accuser une personne et développer un discours pour persuader un groupe, et alors ils vont se trouver dans la situation où ils devront user de la rhétorique, qu'ils le fassent de façon purement empirique, de façon purement intuitive, et ceci simplement par la pratique quotidienne du langage, ou qu'ils cherchent alors à le faire d'une façon méthodique. Et le rôle de la rhétorique en cette circonstance donc va être pour leur donner une méthode qui leur permettra d'atteindre à leur but. Et donc j'ai une dernière chose à souligner ici. Donc Aristote nous dit que tous les êtres humains jusqu'à un certain point se retrouvent dans la situation de devoir défendre ou accuser. Dans cette défense et cette accusation, comme nous le verrons, c'est l'un des genres de la rhétorique judiciaire. Enfin, un dernier point de similitude entre dialectique et rhétorique que nous pouvons souligner. Aristote poursuit, aucun autre art ne peut conclure les contraires. La dialectique et la rhétorique sont seules à le faire, car l'une et l'autre s'appliquent pareillement aux thèses contraires. En effet, là, ici Aristote emploie le terme d'art, techné, pour dire en gros l'équivalent de connaissance. Donc effectivement, la connaissance, la science ne peut pas conclure les contraires, comme nous l'avons vu étant donné la définition de la démonstration. Il faut toujours, puisque la démonstration part de prémices qui sont vraies et qui sont nécessairement vraies, et de ces prémices, une seule conclusion est possible, et donc son contraire est nécessairement impossible. Mais lorsque nous sommes dans le cadre de la dialectique, les prémices sont simplement plausibles, et de fait, elles peuvent faire l'objet d'une réfutation
l'objet d'une contestation, et de ce fait, on va pouvoir établir des syllogismes à partir de certaines prémisses, mais aussi à partir de leur contraire, et de fait, on va pouvoir donc conclure à partir des premières prémisses, mais obtenir à partir des prémisses contraires la conclusion contraire. Et d'ailleurs, ça fait partie pour la dialectique de l'exercice. L'exercice consistera à s'entraîner à soutenir ou à réfuter une thèse, et ensuite à s'entraîner à soutenir ou à réfuter la thèse contraire. Eh bien, pour la rhétorique, c'est la même chose, c'est-à-dire que le bon orateur est celui qui va pouvoir persuader des thèses contraires. Par exemple, dans le cadre de la rhétorique judiciaire, le bon orateur est celui qui va pouvoir prendre le rôle du défenseur ou le rôle de l'accusateur, puisque dans les procès grec, de l'époque, à la fois l'accusateur devait assumer son propre rôle dans le procès, et également donc l'accusé devait lui aussi soutenir son propre rôle. Mais lorsqu'il ne se jugeait pas apte pour assurer de façon spontanée sa propre défense, il faisait appel à un professionnel de la rhétorique qui à la fois écrivait son discours et en quelque sorte l'entraînait, le coachait pour ensuite pouvoir se défendre au tribunal. Donc ces professionnels de la rhétorique qu'on appelait les écrivains de discours, les logographes. Bien, et donc le bon orateur doit lui aussi être capable de défendre, de soutenir et défendre des thèses contraires. Mais, et donc voilà un point d'analogie entre dialectique et rhétorique. Mais alors, un problème s'opposerait aux philosophes, mais si l'on considère que on peut aussi bien défendre que réfuter les thèses contraires dans le cadre dialectique, ou bien persuader des thèses contraires dans le cadre de la rhétorique, où est la vérité, et d'autant plus que la rhétorique est une discipline qui, comme nous allons le voir, a trait à l'utile et au nuisible, au juste et à l'injuste, c'est-à-dire beaucoup et de façon préférentielle aux valeurs qui soudent la cité, mais alors où est le bien? Où pouvons-nous trouver le bien politique dans la cité si la rhétorique nous rend aptes à persuader un public des thèses contraires? La deuxième partie de cette citation est une forme de réponse à ce problème, qui est en quelque sorte le problème posé par la sophistique, puisque certains des sophistes, par exemple Gorgias, se proposaient donc de donner un enseignement rhétorique qui permettrait une telle maîtrise de l'art de la parole que la persuasion des thèses contraires serait en la puissance de celui qui posséderait cette rhétorique. Et voilà la réponse d'Aristote: non pourtant que ces sujets puissent être d'identique valeur, toujours absolument. Les propositions vraies et les propositions plus morales sont par nature plus propres au raisonnement syllogistique et à la persuasion. Et donc Aristote est en train ici de dire que même si la dialectique nous rend aptes à soutenir et à réfuter toutes les thèses, même les thèses contraires, même si la rhétorique nous rend aptes à persuader des thèses contraires, il n'empêche que le bien et le vrai sont par eux-mêmes plus convaincants, plus aptes à être soutenus et à faire l'objet de persuasion. Autrement dit, toutes les thèses ne se valent pas,
mais celles qui sont vraies vont naturellement par elles-mêmes être plus aptes à être convaincantes et celles qui sont vraies également, ce sont celles qui seront naturellement plus aptes à être soutenues dans le cadre d'un échange dialectique. Et donc, la rhétorique n'est pas en tant que telle conçue par Aristote comme une technique amorale qui nous permettrait indifféremment de soutenir toutes les thèses quelles qu'elles soient, mais c'est une technique qui va nous permettre de découvrir comment les thèses sont les plus aptes à être l'objet de persuasion, et comme naturellement le vrai est plus convaincant que le faux, la rhétorique, dans son effort de persuasion, va tendanciellement tendre vers le vrai plutôt que vers le faux. Ainsi, elle va pouvoir se définir de la façon suivante: la rhétorique est la faculté de découvrir spéculativement ce qui dans chaque cas peut être propre à persuader, ce qui signifie que puisque le vrai est par lui-même plus persuasif que le faux, la rhétorique va découvrir de façon préférentielle ce qui est propre à persuader dans le vrai plutôt que dans le faux. L'orateur, comme son public, ne possède pas nécessairement les connaissances spécifiques, les connaissances scientifiques qui sont nécessaires pour comprendre réellement son sujet. Prenons par exemple le contexte actuel de l'épidémie et prenons l'exemple d'un dirigeant politique qui doit prononcer un discours concernant l'épidémie, son traitement, etc. Ce dirigeant politique n'est pas nécessairement un médecin, donc ne possède pas les connaissances spécifiques qui lui permettent de discerner de façon scientifique le vrai. Néanmoins, Aristote possède cet optimisme épistémologique qui ne le quitte pas, qui est tel qu'il estime que même si l'on ne possède pas la connaissance, néanmoins, les thèses vraies auront plus de force de conviction que les thèses fausses, et donc elles auront déjà plus convaincu l'orateur, et s'il est un bon orateur, il saura trouver les moyens pour persuader son public de ce qui pour lui apparaît comme vrai, mais non pas vrai au sens scientifique, au sens de ce qui est connu comme nécessairement vrai, mais vrai simplement au sens de ce qui est admissible, au sens de ce qui est admis comme vrai à titre d'opinion. Nous arrivons maintenant à la distinction entre les différents genres rhétoriques tels qu'ils existaient à l'époque d'Aristote. Le premier genre est la rhétorique délibérative. Donc c'est l'ensemble des discours qui sont prononcés dans le cadre d'une assemblée délibérative, dans le contexte en particulier le contexte démocratique, donc la démocratie directe athénienne, où tous ceux qui étaient citoyens, mais qui de fait n'étaient qu'une petite minorité de la population athénienne, environ 10%, mais en tout cas ceux qui avaient cette situation de citoyens pouvaient participer à l'assemblée et selon un système de tour de rôle où il fallait s'inscrire à l'avance, avaient droit à la parole pendant un certain temps, donc pour prononcer un discours long, un discours sans être interrompu.
Il s'agit donc ici d'un cadre très précis. Donc c'est le cadre de la démocratie athénienne, mais nous pourrions dire que c'est le cadre qui est celui qui est en vigueur dans toute situation où il est possible de prendre la parole face à un public qui lui-même doit prendre une certaine décision ou adopter une certaine conduite. Donc, dans ce cas-là, l'auditeur va être juge sur l'avenir, il va devoir prendre une décision, et cet avenir est tel qu'il peut aussi bien être que ne pas être, dans le sens où il pourra prendre une décision ou la décision contraire. Prenons le cas où l'on réunit l'Assemblée, comme ça pouvait être le cas dans la démocratie athénienne, pour décider de la paix ou de la guerre. Donc effectivement, les auditeurs vont se succéder, vont prononcer des discours selon leur temps de parole, et ensuite le vote va être fait, et donc les discours portant sur les options contraires vont se succéder, et donc l'avenir est indéterminé. Il dépendra de la décision qui sera prise par l'Assemblée. Et le rôle de l'orateur va être de conseiller ou de déconseiller quelque chose, et ces arguments vont devoir porter principalement sur l'utile ou le nuisible. Si nous prenons l'exemple de la déclaration de l'adoption ou non d'une déclaration de guerre, il est évident que d'autres arguments interviendront. Par exemple, des arguments moraux sur le caractère juste ou injuste, ou sur la beauté ou non morale de l'acte, etc. Mais les arguments principaux dans ce cadre délibératif, ce sont les arguments portant sur l'utile ou le nuisible. L'autre genre que nous pouvons également avec Aristote examiner, donc c'est le genre de la rhétorique judiciaire. Donc là, nous sommes dans le cadre du tribunal, mais dans les tribunaux athéniens de l'époque, la fonction du juge est exercée par une assemblée qui peut être constituée de plusieurs dizaines de membres, et donc les deux parties qui s'expriment chacune en leur propre nom vont prononcer des discours, mais des discours qui vont s'adresser à un public large. Il s'agit donc de la rhétorique judiciaire. Le rôle de l'auditeur est de juger sur le passé, donc sur l'acte qui a été commis, et le rôle de l'orateur est d'accuser ou de défendre, et ces arguments vont principalement porter sur le juste ou l'injuste. Donc là aussi, bien évidemment, il y aura également d'autres types d'arguments, mais néanmoins, dans un tribunal, principalement, il est question de justice. Nous arrivons enfin au troisième genre de rhétorique formalisée à l'époque d'Aristote, la rhétorique épidictique. Alors, épidictique, ça signifie démonstrative. On pourrait également dire la rhétorique d'apparat. Celle-ci correspond aux situations où un dirigeant politique ou même toute autre figure d'autorité est amené à prononcer un long discours devant un public pour faire en général l'éloge d'un personnage, mais cela peut également correspondre à un discours où il s'agit au contraire de faire le blâme d'un autre personnage, ou
d'une communauté ou d'un régime politique. Un discours correspondant à ce genre est celui, par exemple, que Thucydide fait prononcer à Périclès et qui célèbre la démocratie athénienne. L'une des fonctions du discours dans ce cadre épidictique, donc ce n'est plus la fonction de juger, ce n'est plus la fonction de décider quelque chose pour l'avenir, mais c'est simplement la fonction de célébrer, de réunir un groupe, de souder le groupe et de lui faire prendre conscience de son unité dans le présent. Or, comment soude-t-on le groupe? Soit en célébrant un personnage ou une institution caractéristique de ce groupe, soit peut-être parfois en le soudant par le rejet d'un autre personnage ou d'une autre institution par le blâme. Donc, dans la rhétorique épidictique, l'auditeur donc juge sur le présent, c'est-à-dire sur le présent du groupe auquel il appartient. La fonction de l'orateur est donc de faire l'éloge ou le blâme d'une personne et principalement les arguments qui seront à l'œuvre dans le discours épidictique porteront sur le beau ou le laid. Alors il s'agit de la beauté morale, c'est-à-dire qu'on va célébrer la beauté morale de tel grand personnage qui vient de mourir, par exemple. Ou des héros, soit les héros qui viennent, qui tombent au combat, soit par exemple actuellement tous ces héros du quotidien qui prennent des risques dans les circonstances qui sont les nôtres actuellement.